sans beaucoup parler, je me dis qu'est-ce que c'est que la blockchain? Parce que pour rappeler juste les standards et puis le démarrage de l'aventure, c'était avec la blockchain du Bitcoin, ça a commencé. Qui connaît le Bitcoin de la main? Voilà un petit peu votre. Ok, donc en fait c'est une monnaie numérique qui explose en fait en Europe, en France, et puis en fait partout dans le monde. Et en fait à l'heure actuelle on a plus de 1500 crypto-monnaies qui en fait ont explosé et utilisées. Typiquement Gibraltar réfléchit aussi à créer sa crypto-monnaie pour des raisons en fait évidentes et puis de déploiement économique. Donc on voit que ce type d'initiative n'est pas du tout restreint et que bien au contraire c'est une véritable stratégie en fait au sein des États. Compiler en fait ce nouveau bloc, je vais bien évidemment prendre la signature du dernier bloc. Et puis de proche en proche, tous les blocs en fait vont s'imbriquer les uns dans les autres. Alors ça devient intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais quelqu'un a modifié le 8e bloc, alors que j'en suis déjà au 42e, bah, ça veut dire qu'il faut que je recalcule en fait tous les blocs entre le 8e et le 42e. Ce qui est techniquement impossible, puisqu'en fait on a des termes de serveurs international avec des enjeux de défis mathématiques à résoudre. En fait, c'est pour ça dont il s'agit. Alors, pour terminer, une fois que la blockchain est ajoutée à la chaîne de blocs, bah, ensuite la dernière étape B reçoit la transaction de blocs. Alors, bien évidemment, tout ça se fait assez rapidement. C'est fait en quelques minutes, en fait, en fonction de la blockchain. Et voici comment ça va. Voilà. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Moi, j'interviens très souvent à ce niveau-là pour aider les gens à préciser les besoins, la stratégie du métier, la vision globale d'ensemble, la vocation de l'entreprise et surtout la trajectoire de l'entreprise, parce que c'est vraiment ça. Donc, trois types de blockchain, là c'est pour la culture. Les blockchains en fait de transfert d'actifs, donc ça c'est tout ce qui est des petits tours de tour, finalement, des titres, des bonnes, la soustraction, etc. Et vous avez également les crypto-monnaies, comme je disais tout à l'heure, à peu près 1500 cryptos, et ce n'est que le début. Voilà. Vous avez ici une deuxième catégorie en fait, de blockchain, c'est les blockchains en fait en tant que registre. Alors là, c'est très utilisé aussi. Il y a beaucoup en fait d'initiatives qui sont lancées. Notamment, je pense d'une entreprise qui s'appelle Dosi, vous connaissez peut-être Dosi, c'est des pièces en fait, des notes factices ou la contrefaçon. C'est un même problème et c'est en même temps une vraie solution pour le contrefaçon. Alors, dernier, les smart contracts. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez lever la main, un petit peu si ça vous dit quelque chose. Non, je pense pas. Alors, smart contract, en fait, là, c'est en train d'exploser, c'est pareil en Europe. Il y a déjà des compagnies d'assurance qui se sont positionnés sur les smart contracts. C'est des programmes autonomes finalement qui s'exécutent automatiquement et qui prévoient finalement de relier les termes du contrat et les conditions d'un contrat. Ça se fait automatiquement. Typiquement, je prends un exemple, ça fait depuis maintenant. J'ai des votations chez moi pour les catastrophes naturelles. Il y a des conditions en fait par rapport à ce contrat-là. Dès qu'elles sont atteintes automatiquement, il n'y a pas besoin que je téléphone en fait à mon assureur. Il y a en fait quelqu'un qui peut vérifier l'exactitude des faits. Effectivement en fait un rapport qui soit émis, etc. Donc on simplifie le workflow et on simplifie finalement tout le business qui est possible. Donc voilà ce qu'on fait avec les smart contracts. Alors là aussi c'est un enjeu majeur parce que ça va fait très vite. On s'aperçoit que les gens qui ne sont pas du type de technologie, ils se font littéralement dépasser par le marché. Merci à tous pour l'attention. On remarque que ça se passe super bien. Nous allons continuer donc avec Monsieur Théolin qui est consultant, formateur et entrepreneur et qui va nous parler de l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur depuis 13 ans, donc je dirige un cabinet de conseil à Paris et je suis également chargé d'enseignement universitaire en France et en Afrique. J'ai ouvert, il y a 3 ans de cela, une école de leadership à Dakar qui forme des jeunes en alternance qui sont 3 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Je suis associé à cette activité en tant qu'enseignant, mais en tant qu'aussi personne ressource qui va gérer toute la filière entrepreneuriale au niveau de toutes les activités. Je suis très engagé aussi sur l'écriture, j'écris des ouvrages sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour permettre à nos compatriotes d'avoir accès à une documentation interne, à une documentation africaine. Parce que généralement, on est tout le temps, on se retrouve tout le temps dans des écrits d'autres auteurs pour développer nos propres ressources et pour développer notre continent.
Alors, par rapport à ma présentation, c'est de l'idée au projet, et je vais commencer par l'environnement entrepreneurial. Vous savez, dans notre continent africain, nous avons eu la chance d'avoir plusieurs ressources. Nous avons eu la chance d'avoir plusieurs opportunités, et nous avons eu la chance que nos ancêtres nous aient légué une terre fertile. Des possibilités de création de valeur immenses. Des autorités qui aiment le pays et des personnes qui se sont engagées pour apporter un développement harmonieux. Maintenant, moi j'ai une problématique par rapport à toutes ces possibilités. Pourquoi, jusqu'à présent, nous ne sommes pas à un niveau beaucoup plus supérieur? Tout en sachant que je félicite les autorités, les entrepreneurs, les enseignants, toutes les personnes qui s'engagent pour que l'Afrique se développe. Je remercie tout le monde, je félicite tout le monde. Mais la problématique est toujours d'actualité. Comment faire pour avancer un peu plus? C'est vrai que dans plusieurs pays, nous avons plusieurs initiatives. Mais j'ai envie que nous-mêmes, en tant qu'acteurs, qu'on aide nos États à relever le défi. Pourquoi on doit aider nos États? Un ministre, il n'a pas le temps de s'occuper de l'entrepreneuriat. Déjà, être ministre, c'est une fonction très compliquée. Les ministres ne dorment pas. Les présidents ne dorment pas. Les autorités qui sont en charge du développement économique, de l'amélioration des conditions de vie, des finances de nos pays, ne dorment pratiquement pas. Elles travaillent tous les jours. Donc, est-ce que nous devons avoir une posture de critiquer notre modèle, ou bien est-ce que nous ne devons pas avoir une culture d'apporter une contribution dans leur mission? Le reste, c'est à toi de le faire. On n'a pas besoin d'une organisation qui est derrière jusqu'à la mise en place de notre processus. C'est juste un départ. On te donne un départ. Le reste, fais-le. Donc, l'État a mis en place des choses. Faites tout pour y aller. Par exemple, j'ai suivi le ministre avant-hier à la télévision qui disait « Je n'accepterai jamais plus qu'un établissement puisse exercer sans avoir les agréments nécessaires. » Donc, l'État vous couvre. L'État fait pression sur les écoles. L'État fait pression sur l'ensemble du secteur pour nous permettre d'avoir des enseignements de qualité. Maintenant, le reste, faites-le. En dehors des cours, faites tout pour aller dans des expertises, dans des expériences, dans des domaines d'activité qui vous permettent de gagner de la valeur. Si vous le faites, c'est pour vous-même. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas faire partie des personnes qui vont contribuer dans le développement du pays. Merci beaucoup, M. Théola, pour cette brillante participation. Merci à vous, messieurs, les excellents ministres, pour votre disponibilité. Nous allons très chaleureusement saluer votre départ et ensuite continuer avec la suite.
a eu le temps de bien déjeuner et on va digérer en suivant la suite du programme. Donc, sans plus tarder, on va inviter M. Rémi Boubiba, qui est économiste et qui va nous parler de l'employabilité. Mesdames, Messieurs les formateurs, distingués experts étrangers arrivés de différents horizons, alors les organisateurs ont collé le code avec un thème à la fois large et très ciblé qui est intitulé Employabilité et apprentissage. Et j'ai vu que dans notre version, il y avait également la formation qualifiante. Donc je vais essayer avec un peu de vous présenter un petit peu l'expérience que nous menons ici. Parce que au-delà de mes fonctions d'enseignant, je suis également chef du cabinet du ministre d'enseignement technique et professionnel de la formation qualifiante et d'emploi dans le pays du Congo. Je pense que c'est dans ce sens qu'ils ont voulu que nous fassions une communication sur notre expérience en matière d'employabilité, de formation qualifiante et d'apprentissage. Je vais commencer par la définition. L'employabilité se définit comme la capacité individuelle à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires pour trouver ou conserver un emploi, s'adapter à une nouvelle forme de travail. Employabilité. Définition. L'apprentissage. L'apprentissage est un ensemble de mécanismes amenant à l'acquisition de savoir-faire, de savoir ou de connaissances. L'apprentissage est une formation en alternance qui associe une formation théorique et une formation chez l'employeur ou en entreprise. La formation qualifiante. Une formation qualifiante est une formation qui ne débouche pas sur un diplôme ou sur un titre. Elle a une visée professionnelle avec la délivrance d'une attestation en présence ou en fin de formation. Elle est en général effectuée au sein d'une entreprise ou d'un organisme de formation. Alors donc le choix de la présentation de ce triptyque n'est pas sans fondement. En réalité, et l'apprentissage et la formation professionnelle visent l'employabilité. C'est pour donner à l'apprenant les aptitudes et compétences nécessaires pour pouvoir être éligible à un emploi en fonction des qualifications requises. Alors quelle est la place de l'apprentissage et de la formation qualifiante dans la politique de l'emploi en République du Congo? Permettez-moi en quelques minutes de vous dépeindre un peu le cas, parce que nous avons quand même une grande majorité d'étrangers, qui certains connaissent tout du Congo, parce qu'aujourd'hui avec Internet, on découvre tout de manière spontanée. Je vais que je viens quand même sur la situation du Congo. La problématique de lutte contre le chômage et la formation des jeunes par l'adéquation formation-emploi s'impose désormais comme une première des préoccupations des acteurs de politique publique. En son temps, Philippe Bloch disait « Investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats. » Le Congo est un pays dont la population est majoritairement jeune. En effet, près de 45% des Congolais ont moins de 18 ans. Et la tranche d'âge âgée de 15 à 29 ans est estimée environ à 30%. Aussi, les problèmes de l'emploi, de la formation qualifiante et l'apprentissage se posent avec acuité, car le Congo présente un paradoxe inquiétant. En dépit du contexte économique et financier actuel qui est difficile depuis 2-3 ans, parce que vous savez, la chute des cours du pétrole, qui est le principal produit des ressources budgétaires du Congo. Donc, au niveau du secteur privé, il y a un vaste mouvement de suppression d'emplois. Le principal syndicat patronal estime à peu près à 60 000 emplois supprimés depuis 2 ans. Le paradoxe qui demeure, c'est qu'en dépit de ces suppressions d'emplois, il existe au Congo encore des milliers d'emplois qui sont non pourvus faute de qualification requise, non plus par les Congolais. Ce qui se fait, c'est qu'il y a un appel à une main-d'œuvre expatriée, notamment des pays environnants, la RDC, surtout le Cameroun, quelques-uns qui commencent à venir du Rwanda aussi, du Rwanda. Donc il y a une très forte population active expatriée et faute de qualification requise pour les Congolais. Donc le ministère de l'Emploi, qui a entre autres prérogatives, donc la délivrance des autorisations d'emploi au Congo, est
rapport à ces difficultés-là, de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans certaines entreprises, jusqu'au poste de chef de service, quelquefois chef de bureau, donc dans une entreprise moyenne, on a recours à de l'expertise étrangère alors qu'on pourrait trouver les nouvelles. Et quelquefois on nous démontre que malheureusement pour certains postes, une jeunesse mal formée, désœuvrée et oisive représente une véritable bombe à retardement et peut être instrumentalisée. C'est pas trop comment on le vit ici. Et avec la récupération politique, certaines jeunesses, par des femmes inavouées que l'on vit malheureusement. Et ce qui justifie l'accent particulier que notre gouvernement porte sur la formation, qui est au cœur des dispositifs du PND 2018-2022. Et cela se traduit également par l'organisation institutionnelle des ministères en charge des enseignements et de la formation, parce que chez nous, il y en a trop. C'est vrai que le FMI nous demande de plus en plus d'aller vers une réduction du train de vie de l'État, une révision du nombre de membres du gouvernement, mais de l'enseignement, à l'heure actuelle, il y a 4 ministres qui se chargent de l'enseignement. Vous en avez reçu là ce matin, donc le ministre de l'enseignement supérieur. Il y a également un ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire et de l'alphabétisation. Un ministre en charge de la formation technique et professionnelle, de la formation qualifiante de l'emploi, et aussi un ministre de la recherche, qui peut être considéré aussi, qui intègre aussi le domaine de l'éducation. 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur Boulouba, pour le respect du temps. Après, la question, c'est de se poser comment on peut faire pour le métier, parce qu'on aimerait tous améliorer ce problème-là. Qui des intervenants va nous dire? Je n'en dis pas plus jusque-là. Nous allons inviter maintenant Madame Mireille Ineza Carrera, qui nous vient du Rwanda et qui va nous faire une présentation sur le coaching. Madame Mireille. Merci beaucoup, Marie-Rose. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici au Congo. C'est gentil. En fait, c'est pas la première fois que je suis au Congo. Je suis déjà venue au Congo et notamment j'ai vécu 6 ans durant ma jeunesse, de 1986 à 1992. Je disais à Yvon que en fait, j'ai fréquenté à la fraternité pendant que ma mère travaille à la Banque mondiale. Donc j'ai vécu 6 ans au Congo. Donc revenir ici dans votre pays est un plaisir. Et merci pour votre accueil à Sostène, à Maryse, à Yvon et aussi mes collègues. Donc j'ai l'impression de, comme on le dit en anglais, de faire un full circle. Je suis venue il y a plus de 20 ans en tant qu'étudiante et là je reviens en tant que formatrice. Donc, what's my market environment? Am I going to provide products or services that are relevant to my market? Who are my competitors? What's my sales and marketing strategy? And what's my go-to market plan? And my management team. So we look at the labor. What labor do I need in terms of my teams, in terms of costs? We'll also look at financials, the projections for the 5 years to come, and many other things as well. At the end of this course, if you come to our course, you will come out of the course with a solid business plan that can be bankable, that you can take to an investor, and the investor should be able to invest in your business idea. So those are, in a nutshell, the 6 courses that we provide. Our references, our clients are usually financial institutions. We have clients such as the IMF in Rwanda. We partner with the IFC World Bank. In fact, my mentor is the head of IFC in Rwanda. And our clients are the largest banks in Rwanda, the Bank of Kigali, but also some Pan-African banks and many other organizations. Our teams, I'm the lead coach and the founder of the Academy, Core Coaching and Business Academy,
but we also have a team of competent coaches who've been in the market for dozens of years. Qui est une spécialité que j'ai en plus de ce que j'ai fait de formation, qui est l'enseignement. Alors, ce matin, je prends la parole parce que je suis consultant formateur auprès de l'EDIE. Et c'est à ce titre-là que je vais vous parler de cette gestion de contenu pédagogique à travers un support électronique. Ça peut être des formes, un intranet, et voilà, il y a aussi d'autres voies électroniques. Mais ce qui est important, c'est qu'on aboutit à la constitution de communautés apprenantes. Et c'est là que c'est plus intéressant parce qu'on développe l'aspect qu'on appelle le social learning, qui est une nouvelle modalité d'apprentissage où il y a un partage qui se fait au niveau de cette communauté-là et c'est beaucoup plus complexe. Ensuite, il y a deux modes de fonctionnement, deux différents modes. Le mode synchrone et le mode asynchrone. Alors, pour le mode asynchrone, nous sommes connectés au même moment, formateurs comme apprenants, et c'est ce qu'on appelle en télévision le direct en live. On est en live et chacun est dans son pays, chacun est chez lui, il est connecté et nous sommes dans une même place virtuelle. On fait des activités au même titre que ceux qui sont dans une place physique. Et c'est ça le mode synchrone. Et le mode asynchrone, les ressources sont sur la plateforme et chaque apprenant, compte tenu de ses disponibilités, compte tenu de sa programmation personnelle, il va là-bas sur la plateforme quand il est libre, quand il peut. Au Congo, je suis coordinateur adjoint du projet dans le ministre en parlait ce matin de la numérisation de tout l'enseignement supérieur au Congo. On est en plein dans le e-learning, on revient de Kigali, où il y a la grande conférence sur le e-learning et beaucoup de pays africains essayent de voir le modèle rwandais, qui est un modèle qui a réussi. Et donc pour le cas du Congo, vous avez parlé du e-learning, nous allons faire en fait, nous sommes sur un étudiant d'un ordinateur à l'université Marien-Ngouabi, la seule université aujourd'hui dont on dispose parce que l'émission de réseau est encore en construction, c'est lancer cette formation à distance, mais pour des contenus. Alors, je n'ai pas vu les contenus, vous avez beaucoup parlé d'entreprise. Est-ce que si demain, dans le cadre d'un partenariat avec Brazza MBA, parce que notre cœur de métier, ce ne sera pas encore une fois, on n'aura pas le temps, former les enseignants, revenir, on n'aura pas le temps, c'est en novembre, c'est de lancer des tablettes. Un étudiant, nous avons 35 000 étudiants à l'université de Marien-Ngouabi. Nous sommes en train de finaliser tout l'environnement numérique, mais les étudiants, pour utiliser le tablette, il faut des contenus. Donc nous, c'est de voir le partenariat. Nous sommes en discussion avec Microsoft, ou en tout cas les autres, les grosses compagnies voilà, plus voilà, d'éditeurs. Mais pour les contenus, pour les MOOC et autres, ça veut dire pour que l'étudiant, avec sa tablette, il a accès à ces contenus-là. Mais si vous êtes déjà là-dedans, avec Brazza MBA, on peut avoir ce partenariat pour nos universités, pour nos étudiants. Ça, c'est la première question. Est-ce que cette sorte de passerelle est possible, premièrement? Deuxièmement, toujours une question concrète. On a parlé tout à l'heure de formation, d'adaptation formation-emploi. C'est un gros problème au Congo, c'est vraiment le plus gros problème. On a pendant longtemps formé nos jeunes, les étudiants, sans se poser la question après, qu'est-ce qu'ils deviendront pour le marché de l'emploi? Ça, c'est bien sûr, nous sommes en train, on a travaillé sur la réforme du système éducatif national. Et entre-temps, comme j'ai dit, on a formé 50 000 géographes, 50 000 historiens, 50 000 sociologues. Et aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, par ma question, pour Brazza MBA, une question concrète, est-ce que pour ces jeunes-là, avec Brazza MBA, parce qu'on n'a pas vu les contenus de formation,
ministère. Donc je sais beaucoup de jeunes aujourd'hui s'intéressent à tout ce qui est start-up, incubateur, les métiers du web, création de sites et autres. Est-ce que dans le cadre d'un partenariat, c'est possible avec Brazzaville de voir si ces jeunes-là veulent reconsidérer leur formation sur des formations précises, 6 mois, mais avec une certification sur les métiers tournés vers le numérique. Voilà, donc ça c'est la deuxième question et je crois que le reste, notre grand frère verra bien évidemment avec le ministère de la Transparence parce qu'il y a encore une fois, nous, le numérique, on est en plein banquier. Donc ce serait vraiment un partenariat, moi, quand je fais le centre d'information, pour toute la coordination projet, parce que c'est les contenus qu'il nous faut et la formation. Merci. Juste une chose, est-ce que je pourrais répondre à la deuxième question? Parce que la première question il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de continuer à faire les cours classiques avec les étudiants, mais à distance, ou bien la possibilité de créer un parcours pour former les formateurs. Ça, c'est différent. Donc, voilà les deux possibilités. Responsable développement des compétences chez Bolloré, transport et logistique. Alors, je vous ai suivi avec attention. J'ai deux questions. La première, c'est quelles sont les difficultés liées à l'apprentissage en ligne? Parce que vous avez parlé du mérite de l'approche. Deuxième question, à supposer que j'ai un formateur en interne dans l'entreprise et qui voudrait développer ses compétences en matière de formateur. Et si jamais il est inscrit à Brazzaville, vous, en tant que formateur des formateurs, parce que vous avez évoqué des modules, c'est vrai que vous n'avez pas développé, qu'est-ce qu'il va apprendre, par exemple, concernant la dynamique des groupes? Au formateur. Oui, nous allons apprendre aux formateurs à monter un projet de formation digitale et à le piloter. Ça ne se fait pas de la même manière que dans l'enseignement classique, parce que je suis dans l'enseignement classique avant et maintenant je suis dans le e-learning. Donc, je vois clairement la différence entre les deux types de formation. Donc, votre formateur sera édifié. Il y a un programme spécialement conçu pour ces gens de formateurs, c'est-à-dire mettre en place une formation digitale. C'est l'un de nos jeux. Et donc, on va voir comment on part de l'analyse jusqu'à l'étape finale, qui est le pilotage. Il y a plusieurs étapes. Voilà. Ingénierie, animation et pilotage. Voilà, ingénierie, animation et pilotage. Au bon moment. Voilà. Donc tout ça au niveau service accueil, service et commerce, accueil pour les services et le commercial. Voilà. Comment s'assurer de l'application de ces standards et le contrôle. Contrôle et les procédures. Le contrôle et les procédures, c'est pas montrer du doigt telle ou telle personne en lui disant tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, c'est pas ça, c'est lui expliquer, lui demander pourquoi elle n'a pas pu appliquer ce fameux standard, ce fameux SOP, quelles ont été les contraintes, pourquoi, et puis voir comment nous, managers, on peut l'aider à le mettre en place. Parce que si ce SOP a été mis en place, a été créé, c'est parce qu'il y avait un besoin. Voilà, alors le module va se concentrer également sur la partie commerciale, comment traiter, recevoir les informations de nos clients, comment faire une proposition commerciale, la respecter en des temps, puisque le B.A.B.A. d'un hôtel, c'est de faire des chiffres d'affaires à la base, hein, vous êtes bien d'accord. Donc pour faire des chiffres d'affaires, il faut attirer les clients. Pour attirer les clients, il faut savoir répondre aux clients correctement dans les temps impartis. Il faut bien évidemment avoir un excellent service, mais ce service passe aussi par la commercialisation. Donc une commercialisation qui n'est pas correcte dans un hôtel ne pourra malheureusement pas faire des chiffres d'affaires. Et après, c'est le cercle vicieux. Vous savez très bien, on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne peut pas former les équipes, on ne peut pas les payer, etc. On ne peut pas faire d'investissement non plus.
Voilà, donc pareil, ce module est également en français et anglais. Et puis le dernier module, là c'est le leadership et la gouvernance. Donc là ça concerne plus les directeurs des départements, les directeurs généraux et les directeurs des départements. Alors les objectifs c'est comprendre et analyser vraiment de manière objective à quoi sert notre leadership, voilà, et puis comment s'en servir, analyser les implications, les défis, les opportunités. C'est également réfléchir à articuler son développement personnel par le leadership, et puis assurer également un bon leadership en le domaine. Voilà. Donc ça c'est également un module qui peut se développer avec Moussa Providence qui va nous présenter le projet SOUMA qui est une application de télémédecine. Merci, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Depuis ce matin, j'ai constaté que tout tourne autour du numérique. Je pense que le projet SOUMA que je vais vous présenter tout de suite va dans le même sens. Sans vouloir parler, on m'a dit Rose, moi c'est Moussa Providence Lys, co-initiateur du projet SOUMA. Et je suis comptable de formation, je évolue aussi dans une structure dans la recherche et distribution. Et les patients, les hôpitaux, les compagnies d'assurance et autres, et tout tourne autour d'une plateforme web utilisant l'intelligence artificielle. Voilà, quelles sont les motivations qui nous ont permis de mettre en place encore le pouvoir sur ce projet? Vous avez en face de vous quelques motivations. Nous avons constaté dans les pays qui sont les nôtres, il y a tout à l'heure le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement technique a énuméré pas mal des mots qui éminent nos États, donc notamment l'assistance aux personnes âgées et aux enfants qui sont placés sur le curatelle. Il y aura aussi une assistance aux personnes souffrant des maladies cardiaques, notamment en fait allusion aux AVC et autres. Bon, voilà, je pense que les raisons d'être de SOUGA vont dans le même sens que les motivations. Donc, SOUGA va permettre de satisfaire les besoins des professionnels de santé, notamment organiser les soins de santé en gérant de façon informatisée les dossiers médicaux et électroniques. Donc, il s'agit là de créer une base de données qui donnera accès aux médecins, au personnel de santé, de pouvoir gérer en temps réel et de pouvoir s'échanger en temps réel les données sur les patients. Autour de la piscine pour nos otages. Donc on y est à la fin de notre journée d'information, riche en information, riche en événements, riche en participation. Donc c'est vraiment un plaisir de partager cette journée avec vous. Nous allons conclure avec le mot de M. Yvon Bandou, qui est le cofondateur d'African Campus. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis et parents, la journée arrive à sa fin. Et c'est sans doute mon plaisir. J'avais néanmoins la volonté de savoir un petit peu, quelque part, ce que vous avez retenu de cette journée. Donc, j'allais procéder à un petit sondage. Y a-t-il dans la salle des entrepreneurs? Ils sont partis. Ils sont partis. Bravo. Il y a deux courageux qui sont là. Aux entrepreneurs, j'ai envie de dire la chose suivante. Soyez toujours innovants. L'innovation est une garantie du succès. Et l'innovation, ce n'est pas une question technique, ça peut être social, ça peut être au niveau du management, des ressources humaines. Soyez toujours innovants. Y a-t-il dans la salle des présidents ou secrétaires généraux d'associations? Donc, les dames qui sont devant moi, vous gérez l'association. Et vous avez créé des dynamiques partenariales. D'accord? Ça va vous permettre de vous développer, de vous faire connaître. Y a-t-il dans la salle des salariés? Là, j'espère voir beaucoup de bras levés. Il y a des salariés. Parce que si les bras sont pas levés, je m'inquiéterais, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont au chômage.
les salariés. Pour les salariés, je vous inviterai plutôt à aller vers la formation, développer vos compétences, booster votre carrière. Par la BNP, vous apporte une réponse à l'accompagnement à ce niveau-là. Nous sommes conseils en parcours professionnel. Y a-t-il des étudiants dans la salle? Bravo. Aux étudiants, sachez qu'on a un produit spécifique pour ceux qui sont diplômés d'un master. On fait des mini-masters pour vous accompagner dans votre phase de professionnalisation, ce qui renforce votre employabilité. D'accord? Et puis, y a-t-il des chômeurs? S'il n'y a pas de chômeurs au Congo, là je m'inquiète. Moi, à Kinshasa, la semaine dernière, la crypto-monnaie, ça commence déjà. Donc ça finira par arriver. Vous avez tous entendu que, par exemple, le gouvernement est en négociation avec le FMI. Nous dépendons du franc CFA. Si nous n'avons pas la crypto-monnaie, nous permettrait d'avoir une alternative. Donc ce sont des choses qui vont arriver. Parce que d'autres pays d'Afrique vont le faire. Ouais. Donc c'est bien d'aborder ces notions-là maintenant. Après, la question qu'il faut se poser, c'est comment on fait pour nous-mêmes l'intégrer et y aller également. C'est ça. Et concernant donc monsieur le directeur qui est là, nous accueillons favorablement le rapprochement entre l'école et l'université Marion-Boivin. Concernant la question concernant le partenariat culturel, nous l'accueillons favorablement. Notre objectif en venant ici, c'est de dire voilà, nous allons travailler sur les enjeux locaux, la réalité locale. Ce n'est pas un modèle qui est en France, on veut faire copier-coller, on tient compte de nos réalités. Voilà la différence. Et on a une approche qui consiste à être un conseil en parcours professionnel. D'accord? Voilà. Donc, sur ce, je me dois de prononcer le mot de la fin, notre journée d'information. Je procéderai au remerciement après. Juste d'annoncer une chose, c'est que pour nous aussi, pour la BNP, c'était un séminaire. Parce que vous remarquez que les intervenants ne sont pas du même pays. Donc c'est la première fois qu'ils se voient. Donc c'était l'occasion de se rencontrer une fois par an. L'année prochaine, au mois d'octobre, le séminaire se fera à Casablanca. Ces séries peuvent recevoir au Maroc. Donc voilà. Vous pouvez applaudir au ciel. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette journée. J'invite les différents intervenants à me rejoindre. Nous formons aujourd'hui une famille, donc qui va de l'Europe à